vous d'être venu, si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à cette question du management et que vous avez aussi envie d'apprendre et de savoir quelles erreurs il faut ne pas faire, il faut surtout pas faire quand on est manager. Moi, c'est un thème qui me parle énormément parce qu'effectivement, j'ai créé Prepeers jeune. Quand j'ai créé, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Juste avant de créer, donc, quand j'étais en école, j'étais en stage et j'ai passé vraiment tous mes stages à me dire mais tel truc, ça je le ferai jamais moi quand je serai manager parce qu'en fait j'ai déploré le fait d'être hyper mal managé. Et quand je dis hyper mal managé, c'est que de l'autre côté, en fait, ça avait des effets contre-productifs pour moi et du coup pour la boîte en entière. Donc je pense que le thème du management, il y a plein d'études sur ça. Un mauvais management, ça mine la productivité de son équipe, ça tire l'entreprise vers le bas. Et en fait, c'est vraiment un thème central dans une vie d'entreprise. Et c'est pour ça que ça me parle. Donc effectivement, j'ai vu les erreurs qu'il ne fallait pas faire moi quand j'étais manager. J'ai fait aussi quelques erreurs en tant que manager chez Prepeers. Et là, vraiment, j'essaie de tout mettre en place pour tirer mes équipes vers le haut, faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible pour évoluer avec nous. Alors, comment je fais pour changer? Pardon, la zapette évite de pardon. En quelques minutes, je vais présenter Prepeers. Nous, on est la première plateforme d'abord qui permet de prendre ou donner des cours particuliers sans frais d'inscription ni commission. Notre mission, c'est de démocratiser le partage de connaissances et d'informations. Et notre objectif, c'est de faire voler en éclats le marché du soutien scolaire parce qu'il y a une forte proposition de valeur à ajouter aujourd'hui. Les leaders sur le marché du soutien scolaire sont des solutions qui sont très contraignantes et très peu accessibles financièrement. Et nous, on veut vraiment proposer une solution qui ait le moins de contraintes possibles, que ce soit des contraintes financières, mais aussi des contraintes de choix des professeurs, etc. Donc ça, c'est notre premier bloc. On a un deuxième bloc, effectivement, sur l'orientation, où on a intégré une rubrique qui s'appelle « Choisir mon école », et donc on permet à notre communauté de 15-25 ans, de collégiens, de lycéens, d'étudiants, mais aussi de parents d'élèves, d'utiliser notre plateforme pour trouver un professeur particulier, qu'on appelle un coach, et aussi trouver une école, donc s'orienter. Et en janvier, on va intégrer une rubrique qui s'appelle « Choisir mon job », qui va présenter des entreprises, qui va présenter des métiers, et on va publier un Job Corner spécialisé sur les stages et l'alternance, et aussi le premier CDI. Donc, in fine, on est une plateforme 3 en 1 qui permet de trouver un professeur particulier, de s'orienter, de trouver une école, et ensuite de s'orienter vers un métier et in fine vers une boîte, une entreprise. En fait, on est vraiment au carrefour de 3 marchés différents, qui est le marché du cours particulier du soutien scolaire, le marché de l'orientation et le marché de l'accès au premier emploi. Et c'est ce qui fait la particularité de Prepeers, c'est qu'il existe des concurrents sur chacun des 3 marchés, mais on est la première plateforme à prendre à bras-le-corps ces 3 sujets-là en fait. Voilà, donc notre mission, c'est démocratiser le partage de connaissances et d'informations. On vient de modifier nos statuts pour être une société à mission. On commence à nouer des partenariats avec des associations de bénévoles, par exemple, pour que ces associations mettent à disposition leurs bénévoles sur notre plateforme et qu'on puisse accéder à des cours particuliers gratuitement. On se répète souvent, en fait, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle un monthly meeting. Et donc le but de ces réunions, c'est de faire le bilan des 4 semaines qui sont derrière nous et de projeter aussi les 4 semaines qui arrivent. Et on se répète souvent, en fait, pourquoi on est là. On se répète ce qu'on fait, notre mission, et finalement, quelles sont nos valeurs. Et nos valeurs, c'est les valeurs d'engagement, d'écoute et de bienveillance. Moi, en tant que CEO, donc on est 8 aujourd'hui chez Prepeers, on sera 10 bientôt. Quand je rencontre des gens, c'est important pour moi de sentir qu'ils sont engagés, qu'ils ne sont pas juste là pour avoir la paye du fin de mois, mais qu'ils ont envie de s'inscrire dans un projet. Je veux voir des gens en fait, qui ont vraiment envie de mettre leur pierre à l'édifice dans ce projet qui est finalement très ambitieux, qui est aussi risqué, mais qui peut être très fort.
Et j'ai besoin de vraiment ressentir cette envie d'être là avec nous. Parce que si dès le départ on ne ressent pas cette envie, ça va être difficile tous les jours de ressentir chez les personnes avec qui on travaille de l'envie d'être là. De l'écoute aussi, c'est important. Donc moi, j'essaye le plus possible d'être à l'écoute. Donc je suis tout le temps en fait dans l'échange avec les gens avec qui je travaille. Et puis je demande à chacun d'être aussi disponible pour qu'il y ait le plus d'interactions possible à l'intérieur de l'équipe. Par exemple, sur notre Slack, on a un Slack interne où on a ouvert tous les channels, soit le channel com, BizDev, Community Management, Dev, SEO, tous nos sujets en fait importants, tout le monde y a accès, tout le monde peut voir ce que chacun poste, tout le monde peut poster, tout le monde peut donner des idées. Ce qui permet par exemple au BizDev de s'intéresser aux problématiques du SEO, des personnes à la com de s'intéresser aux problématiques de sales, et du coup ça crée vachement une bonne dynamique parce qu'on voit arriver des idées qui ne sont pas forcément celles des sales et c'est des excellentes idées quoi, en sales. Je passe un peu vite. Et la bienveillance, effectivement, c'est de ne pas se tomber dessus quand on fait des erreurs, de vraiment essayer de comprendre comment on peut rectifier cette erreur et de construire via une discussion sur l'erreur qui a été faite et l'amélioration qu'on peut en faire, quoi. Notre culture, donc chez Prepeers, la culture, le premier élément de culture qui est forte, c'est celui de la responsabilisation. Tous ceux qui arrivent sont responsabilisés sur des tâches qui peuvent leur faire peur dès le départ, mais en fait ils s'aperçoivent qu'elles peuvent vite les gérer. Par exemple, en sales ou en bizdev, chez pas mal de boîtes, c'est décloisonné. Il y a les sales qui vont faire de la lead generation, il y a des sales qui vont faire de la prise de rendez-vous et du rendez-vous, et il y a les sales qui vont faire de l'onboarding sur le produit. On voit pas mal de boîtes et de plus en plus qui granularisent au maximum les fonctions à l'intérieur de leur business unit. Et moi, les sales qui arrivent, ils font tout en fait. Ils font le scrapping, ils vont aller qualifier des fichiers, ils vont faire des rendez-vous jusqu'aux ventes. Donc ça, c'est important parce que du coup, ça permet de les responsabiliser. Et ça, en fait, ils m'en remercient assez. Ils me le disent souvent, quoi. L'interaction, ça j'en parlais, c'est important pour nous d'avoir plein d'échanges à l'intérieur de l'équipe sur des nouvelles idées, sur différentes business units et l'optimisation. Et ça, on en parlait tout à l'heure avec Enzo. En fait, on essaye vraiment de tout mesurer, de ce qu'on fait. Ce qui ne marche pas, de savoir les éléments bloquants, savoir comment on peut améliorer, et ce qui fonctionne, savoir comment on peut continuer à améliorer ce qui fonctionne pour augmenter, par exemple, je sais pas, sur nos séquences de mailing, les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de rendez-vous pris, le taux d'onboarding, et c'est sans arrêt d'optimiser ce qu'on fait, que ce soit sur la partie sales, mais aussi la partie produit, en dev, où on traque tout et on essaie de tout optimiser, quoi. Voilà, donc du coup, quand Joséphine m'a demandé de faire ce talk, ça m'a pris un peu de temps pour réfléchir à quelles sont, si je devais dire, les 5 erreurs à ne pas faire ou ne pas commettre, et quelles seraient-elles? La première, c'est celle, pour moi, et c'est peut-être la plus évidente, mais peut-être que ce que je vais dire, en fait, ça va vous paraître évident, mais finalement, c'est pas quand on le vit, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Encore une fois, moi, j'ai vraiment déploré finalement le mauvais management auquel j'ai dû faire face, mais c'est pas surprenant parce que à l'école, on nous apprend pas tellement le management, quand bien même on est dans des écoles de management. Donc, manquer de clarté, ça c'est l'erreur numéro 1 à ne pas faire. Moi, j'ai eu affaire à des managers qui, en fait, on comprenait rien quand ils expliquaient des trucs. Et on comprenait non seulement pas ce qu'il fallait faire, on comprenait pas comment il fallait le faire, quels étaient les objectifs in fine de ce que je dois faire. Et voilà, c'est bon, je t'ai expliqué pendant 10 minutes, je te laisse faire, je reviens dans 2 heures et on voit si tu as terminé. Et en fait, on ne se sent pas forcément légitime de dire « je suis désolé, j'ai juste rien compris à ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux me réexpliquer ?» Parce qu'on a peur et on pense toujours que ça vient de nous et qu'on ne sait pas faire. Mais en fait, c'est vraiment le rôle du manager d'être hyper clair quand on brief sur une tâche, quand on explique les choses. Et pour moi, ça se décline en 3 parties.
on doit être clair sur pourquoi on le fait. Voilà, je vais te demander de faire ça, pourquoi c'est important que tu le fasses. Pourquoi c'est important que tu le fasses et comment tu vas le faire. Donc tu peux t'organiser en faisant comme ça et comme ça. 3, des objectifs et des attentes. Là, sur ça, j'attends que tu le fasses en tant de temps et j'attends que tu m'aies au moins fait ça et ça dans le temps imparti, ce serait top. Et ça permet d'être clair, ça permet de cadrer et surtout, en face, il faut être disponible pour guider. Nous, par exemple, sur l'organisation des tâches et de la méthode, on a différentes business units chez Prepeers. Si je prends les 3 premières, on a la partie dev, la partie bizdev et la partie com. Et sur chacune de ces business units, on a ce qu'on appelle un workflow, c'est-à-dire une méthode d'exécution. On granularise en fait la manière de s'y prendre. Faire du bizdev, ça veut dire quoi? On va venir en fait tout séquencer les différentes tâches qu'il y a entre sourcer un prospect et lui vendre quelque chose. Et ça, du coup, ça permet de vraiment d'être très clair sur chacune de ces séquences et au sein de chaque séquence de lister une méthode pour s'y prendre de manière à aller plus vite et permettre au bizdev qui va travailler dessus d'être très au clair sur ce qu'il doit faire. Donc le fait d'être clair, c'est vraiment, ça paraît évident comme ça, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Mais même par rapport à soi-même, hein, moi je regarde Prepeers, au départ, quand il y a 18 mois j'ai créé Prepeers, j'arrivais même pas à dire ce que je voulais faire. Quand on va dans les soirées et tout, on parle à des copains, je racontais ce que je voulais faire, alors c'est plus du tout la même boîte et ça a vachement évolué depuis. Mais en fait, c'est hyper frustrant parce qu'on se rend compte qu'on est nous-mêmes pas au clair dans notre tête. Donc on me disait, ah c'est bien, c'est intéressant. Et en fait, faire ce travail de clarté, moi j'ai dû vraiment le faire juste sur l'expression de quelle boîte je veux monter, c'est quoi mon projet, c'est quoi ma mission, c'est quoi la proposition de valeur que je veux construire. Et ça, je le fais encore toujours, hein, ce travail de clarté, pour rendre la chose la plus évidente possible. Et en fait, en faisant ça, on mâche un peu le travail de ceux avec qui on bosse et on les met beaucoup plus à l'aise. L'erreur numéro 2, c'est celle d'être indisponible. Ça, c'est, je pense, hyper frustrant, le fait d'avoir l'impression de jamais pouvoir joindre ceux avec qui on travaille et notre manager, de jamais pouvoir lui poser des questions. Et en fait, dans le fait d'être indisponible, c'est pas que être présent physiquement. Si je bosse avec quelqu'un, avec mon manager, et je lui pose des questions sur ce qu'il faut faire, et qui ne me répond pas, ou très peu, ou de manière hyper agacée, on s'en fout, ça veut rien dire en fait, c'est comme s'il était indisponible. C'est important d'être disponible et d'être là pleinement dans la discussion pour guider l'autre et être ouvert. Et moi je pars du principe que s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair chez un interlocuteur, si là vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire depuis 10 minutes, c'est pas de votre faute, c'est de la mienne, je n'ai pas été clair, je n'ai pas été suffisamment précis. Et ça, dès qu'on me pose moi la question, j'essaie de vraiment faire un travail de reformulation, etc. pour vraiment être le plus clair possible et du coup le plus disponible. Donc j'ai dit aussi montrer l'exemple. Je pense qu'on est légitime. C'est important d'être légitime dans les yeux des personnes avec qui on bosse. On entend souvent autour de nous des amis qui disent « moi j'adore mon boss, il est hyper inspirant » ou « ma boss, elle est hyper inspirante, elle fait ci, elle fait ça ». Et pourquoi en fait elle est hyper inspirante? Parce que généralement on se rend compte que ce sont des personnes qui font avec, qui montrent l'exemple, qui montrent comment exécuter une tâche, qui montrent comment s'y prendre, qui sont là, qui répondent souvent. Et pas des personnes qui sont indisponibles ou agacées quand on leur pose des questions, quoi. Et encore une fois, c'est pas évident parce qu'on est tous humains. On a tous notre vie perso, et on a tous des choses qui nous agacent. Parfois, ça nous arrive d'être un peu énervé en arrivant, d'avoir des mauvaises nouvelles tout au long de la journée. Mais c'est hyper important d'arriver à cloisonner en fait, ces différentes parties pour ne pas transmettre
finalement ces mauvaises émotions, ces mauvais sentiments aux personnes avec qui on travaille. Donc être présent, je l'ai dit du coup, c'est-à-dire être vraiment là et engagé pleinement dans la discussion, et aussi être un soutien à l'écoute. Ça, je me suis rendu compte que c'était aussi très apprécié quand on prend le temps de discuter avec les gens et quand on leur demande si ça va, mais pas de manière hypocrite et pas pour leur faire juste se sentir bien. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si les personnes avec qui je travaille, ils sont bien, quoi. Si tout va bien, s'il n'y a rien dont ils veulent me parler. Et ça, j'insiste aussi souvent sur ça. Je dis, si vraiment tu as un problème ou si tu veux me parler de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me trouver. Je suis là pour qu'on puisse en discuter. Et j'essaye en fait de me positionner comme un support pour éventuellement aider la personne à régler son problème. Après, si c'est sur la question perso, je vais avoir mes limites. Mais en tout cas, sur la partie pro, j'essaie de vraiment leur faire comprendre que je suis là pour les aider à trouver des solutions. Et j'essaye aussi de prendre les devants. J'attends pas forcément qu'ils viennent me trouver. Mais moi, je vais les voir et je leur demande si ça va, s'ils ont besoin d'aide ou si tout est clair de leur côté, quoi. Voilà, donc l'erreur numéro 2 à ne pas commettre, c'est être indisponible. L'erreur numéro 3, plus on va avancer, plus ça va être bizarre dans ce que je vais dire, mais être un petit chef. Je pense qu'il y a, en tout cas, encore une fois, c'est subjectif ce que je dis, mais c'est par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui, en fonction de leur progression hiérarchique, se comportent un peu bizarrement. Et quand je dis être un petit chef, ça veut dire celui qui gouverne, qui fait faire sans se préoccuper de la clarté de ce qu'il vient de dire, sans se préoccuper du bien-être de ceux avec qui il travaille. Et ça, c'est un facteur pour moi qui peut miner la productivité de son équipe. Et la meilleure phrase que j'ai trouvée pour l'illustrer, c'est pour moi, un leader, il doit être à la fois au-dessus et au milieu de son équipe. Il doit à la fois donner le cap et la vision, être la tête qui sort de la mêlée pour dire voilà, on va là, et on va là parce on va s'y prendre comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que j'ai vu ça, je remets la tête dans la mêlée et je vais vous aider à faire, on va le faire ensemble. Et il y a un film qui illustre bien cette idée pour moi, c'est Invictus. Et en fait, le capitaine de l'équipe, Pienaar, qui est joué par Matt Damon, il a le rôle du leader, justement parce qu'en fait, c'est lui le capitaine de l'équipe, c'est lui qui est appelé par Nelson Mandela, par Morgan Freeman pour être sensibilisé à cette cause qui est le rugby en Afrique du Sud et pourquoi c'est hyper important de gagner la Coupe du Monde. Et une fois qu'il l'a compris, il va vraiment le diffuser à ses différents partenaires et se battre avec eux sur le terrain. Et ça pour moi, c'est important. Je ramène après Piers. Il y a lundi, on est allé, donc on propose aux écoles de venir se présenter sur notre plateforme. Il y a une partie gratuite et puis il y a une partie qu'on appelle un compte premium avec des fonctionnalités premium qui vont leur permettre d'avoir accès à plus de choses, plus de données et mieux se mettre en valeur sur notre plateforme. Depuis peu, on propose, un peu comme Welcome to the Jungle peut le faire, d'aller dans les écoles, sur les campus et de tourner des photos, des vidéos, de prendre des photos, justement pour mettre en valeur l'école via le format vidéo et photo. Donc pour la première fois, lundi, on est allé sur un campus pour tourner. C'était important pour moi d'être là et de ne pas simplement faire, mais d'être là, aussi parce qu'il y avait le client sur place, mais d'être là avec mes équipes pour les aider à mettre en place le studio. Je me suis retrouvé à scotcher des trucs pour empêcher la lumière de l'halogène de perturber l'image vidéo. Et en fait, c'est important pour moi d'être avec mes équipes pour leur signifier que je suis là, je suis avec eux, et aussi parce que c'est des bons moments en tant que manager à partager, quoi. Hop. Alors l'erreur numéro 4, manquer de confiance.
Ça, c'est hyper dur en tant que manager d'avancer avec un boss ou avec un manager qui un peu paniquant, qui dit tout et son contraire, en fait, qui n'a ni trop confiance en lui, ni trop confiance en ce qu'il fait, et encore moins confiance en nous. Et ça, du coup, ben, c'est très dur, c'est très dur d'y voir clair. C'est important de montrer de la confiance, quand bien même on ne sait pas forcément, ou on n'est pas très au clair sur certaines idées. C'est important de dégager de la confiance pour entraîner ces équipes avec soi. Moi, je prends l'exemple, encore une fois, de Pépierre. Si dès le départ, je présente mon projet en ayant peur, en sachant pas trop ce que je veux faire, et en disant, ouais, ben, en gros, si je fais le calcul, j'ai 99 chances sur 100 de me planter, bon, ben, vous voulez venir avec moi ou pas? Ben, personne ne voudra venir avec moi. Et c'est important de montrer de la confiance, de faire celui qui sait où aller, pour autant montrer ses faiblesses. Hein. On peut dire que c'est pas, on va pas y arriver à 100%. Il ne faut pas paraître non plus suroptimiste, mais dégager de la confiance, pour moi, c'est un élément clé pour entraîner les gens avec soi. Et il y a avoir confiance et faire confiance aussi. Et encore une fois, ça m'est souvent exprimé, moi. On me remercie de la confiance que j'accorde, parce qu'un élément de nos valeurs, de notre culture, c'est la responsabilisation. C'est vraiment, bon, bah, ok, voilà tout ce qu'il faut faire, faisons. Et moi, je te fais confiance pour faire ça, quoi. En fait, j'essaie de ne pas toujours être au-dessus de l'épaule. Je fais confiance sur la bonne exécution des tâches. Je pars du principe qu'ils vont y arriver, et pas le contraire. Et je dis ça parce que moi, pareil, j'ai été managé par des boss en fait, qui partaient du principe qu'en fait, j'y arriverais pas, quoi. Et du coup, c'est hyper déstabilisant, ça fait faire des erreurs quand on n'a pas confiance, quand on sait qu'on ne nous fait pas confiance. Donc faire confiance, c'est hyper important. Voilà. Et la dernière erreur à ne pas commettre, pour moi, c'est le fait d'être malhonnête intellectuellement. Ça veut dire qu'en fait, le premier élément pour illustrer ça, c'est le manager qui va pas assumer la responsabilité des échecs, et pour autant qui va se prendre les mérites sur les succès qui sont réalisés. Je pense qu'un bon leader et un bon manager, il doit assumer la responsabilité des échecs, dire que voilà, on s'est planté. Ouais, mais on s'est planté, c'est moi qui ai demandé de faire ça, c'est moi qui ai proposé de le faire comme ça. Et ma méthode pour y arriver, c'était ça n'a pas marché. Et de ne pas dire, ouais, c'est celui-là qui s'est trompé, ça nous a tout foutu en l'air. Assumer la responsabilité des échecs, ou en tout cas la partager, et pas la rejeter sur les autres, et partager celle des succès. Et ça, c'est important pour moi quand on réalise des trucs, que ce soit en dev, que ce soit en bizdev, en SEO, en com, de remercier les gens qui sont là, parce que in fine, en fait, c'est aussi grâce à eux. Et c'est surtout grâce à eux. Donc pouvoir vraiment partager les succès, c'est important. Il y a un podcast que j'adore, qui s'appelle Génération Do It Yourself, de Mathieu Stéphanie, qui parle vachement de ce thème-là, du thème justement du management, d'entreprendre. Alors il y a plein de différents thèmes, mais c'est exactement dans l'écosystème. Et cette idée de comment entraîner ses équipes via des petites attitudes comme ça revient très souvent en fait dans ces podcasts. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'être confiant et de ne pas non plus être suroptimiste, parce que sinon on va voir que c'est un masque. C'est important d'être confiant, mais c'est aussi important de partager ses doutes et ses questionnements par rapport à quelque chose. De dire, je ne suis pas sûr à 100%. Ce qui est difficile quand on crée une boîte ou quand on évolue dans l'écosystème entrepreneurial, c'est qu'on est dans un univers incertain sans arrêt. Donc, on ne peut pas prétendre tout savoir sur tout. On peut prétendre avoir un cap, avoir une idée de là où on veut aller et d'avoir une méthode. Pour autant, peut-être accepter le fait que peut-être ça ne va pas marcher, mais quand même le faire et quand même être confiant. Et partager ses doutes et ses questionnements, ça permet aussi d'être crédible auprès de ceux avec qui on bosse, pour moi. De dire, de s'asseoir à côté, de dire, ouais, ok, c'était peut-être pas la meilleure méthode, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ok, ça, je suis pas sûr,
mais on va quand même le faire. Ça permet en fait de vraiment montrer de l'empathie et pas faire encore une fois l'attitude du petit chef qui ne comprend pas trop pourquoi on se pose trop de questions, pourquoi on peut remettre en cause certaines choses. Accepter de se remettre en question. Un autre podcast, Le Gratin de Pauline Léniaud, en particulier l'épisode 34 et 38. L'épisode 34, c'est un épisode qui s'appelle « Comment développer son leadership ». Et il est vachement question de cette idée-là, d'aussi montrer les failles qu'on peut avoir par rapport à une idée ou par rapport à un projet, parce que ça permet de créer de l'empathie, ça permet de partager un problème et de ensemble trouver une solution. Et l'épisode 38 aussi est passionnant. Et enfin, le feedback. La culture du feedback, c'est hyper important, mais pas n'importe quel feedback. J'essaye très souvent de dire aux personnes avec qui je bosse de remplacer le pourquoi par le comment. On ne veut pas savoir pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu t'es trompé, parce que ça force l'autre à se justifier. Pourquoi tu as fait une erreur, on met l'autre dans les cordes et en fait il va expliquer pourquoi il a fait une erreur et il va se sentir nul et mauvais, ça va le décrédibiliser. Mais reconnaître l'erreur, dire ok, voilà, il s'est passé ça, on a fait ça comme ça, parce que c'est jamais de sa faute, on a fait ça comme ça, comment est-ce qu'on peut faire pour rectifier le tir, quelle méthode on peut mettre en place pour améliorer ce qu'on va faire. Et remplacer le pourquoi par le comment, en fait on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça à faire. Parce qu'on a souvent envie de trouver l'explication de pourquoi on a réalisé ça. Mais en fait on s'en fout, c'est fait. Dire ok, voilà, je déplore la situation, mais comment on peut faire pour avancer. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment ces trois idées pour être honnête intellectuellement avec qui on travaille, quoi. Si je devais résumer le management en une phrase, pour moi, c'est vraiment tous se tirer vers le haut. Ce que j'adore tous les jours, c'est que les personnes avec qui je travaille chez Prepeers, ils me tirent vers le haut. Mais que ce soit des devs, des vice-devs, des personnes à la com, en fait, par leurs idées, c'est ce que je disais tout à l'heure à Enzo, ce qui a fait le plus évoluer ma boîte, c'est quand j'ai accepté d'écouter les feedbacks des autres et de mettre en place en fait leurs idées. Et en fait, j'ai l'impression que les meilleures idées, elles viennent pas de moi, mais elles viennent vraiment de l'intelligence collective, en fait, de la dynamique collective qu'il y a. Et quand on a l'impression de tous se tirer vers le haut, c'est qu'en fait, on est dans une bonne dynamique de management. Quand on a l'impression que notre boss il nous met des bâtons dans les roues, c'est pas une bonne dynamique. Ou quand on a l'impression de saboter un peu le travail, de mettre les bâtons dans les roues de son boss, c'est pareil. Donc vraiment tous se tirer vers le haut et c'est très important. Je vais raconter une petite anecdote. Donc nous, quand on a créé Prepeers, on était 3 cofondateurs. On est 2 maintenant. On s'est séparés d'une personne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé la boîte, on avait une idée de ce qu'on voulait faire. Il se trouve qu'en quelques mois, notre idée a beaucoup évolué et du coup, notre produit a beaucoup évolué. Et donc, moi, je n'ai pas un profil de dev. Je me suis associé avec 2 devs. Un full stack qui est CTO aujourd'hui, qui s'appelle Gilles, et un dev front qui s'appelle Jérôme, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. C'est 2 personnes, 2 profils plus expérimentés en dev. Et en fait, on s'est rendu compte que notre projet évoluant, notre produit évoluant, la place de Jérôme était de plus en plus remise en question pour 2 raisons. La première, c'est pour une raison de compétence, mais ça, c'est à la rigueur finalement pas très important, parce que quand c'est une question de compétence, on peut toujours faire des formations, on peut toujours proposer à l'autre de se documenter. C'est ce qu'on a fait. Et donc, on lui a proposé de lui payer des formations de dev pour qu'il puisse aller en fait, outrepasser ses difficultés. Et la deuxième, c'est une question de motivation, d'attitude et de comportement. Et ça, à mon avis, c'est clé. La motivation, l'attitude et le comportement, est-ce qu'on a envie d'apprendre? Et bien là, il se trouvait en fait que son envie d'apprendre n'était pas au top, parce qu'on entendait des choses comme j'ai passé l'âge ou ouais, c'est pas pour moi, quoi. Et ça, c'est hyper dommage, en fait. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur John Lyon, c'est effectivement, on apprend tout au long de sa vie.
Et c'est hyper dommage quand on arrive à un point de se dire c'est pas pour moi ou j'ai pas besoin d'apprendre ça, quoi. Et en fait, c'est tellement dommage que du coup, ça nous a fait nous en séparer. Et pourquoi on s'est séparés? Alors, ça n'a pas été non plus coup près, hein. On lui a dit 2-3 fois, on lui a proposé de s'améliorer, on lui a expliqué les axes sur lesquels il devait s'améliorer. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait que ça rompt et que la relation se casse? C'est qu'on a l'impression d'arriver au bout du chemin. On n'a plus trop de solutions, en fait, pour sortir de l'impasse. On a proposé une formation, on a alerté sur les différents problèmes qu'il y avait, on l'a dit 3-4 fois. Et c'est assez clair, en fait, qu'on va se séparer. Et bon, même lui, il n'était pas vraiment surpris, quoi. Donc voilà, tous se tirer vers le haut. Et là, je viens de vous illustrer une anecdote, en fait, qui montre qu'on n'y est pas arrivé. Qu'on a essayé, mais qu'on n'y est pas arrivé. Mais au moins, c'est important d'avoir en tête d'essayer de tous se tirer vers le haut. Donc, en conclusion, l'opposé de 5 erreurs à ne pas faire, c'est que c'est important quand on manage une équipe d'être clair sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait et sur comment le faire. C'est important d'être disponible, d'être là, d'échanger et de trouver des solutions avec les personnes avec qui on bosse. C'est important d'être avec son équipe, d'être au milieu de l'équipe, d'être à la fois au-dessus et au milieu, mais de faire avec son équipe. C'est important d'avoir confiance dans ce qu'on fait et aussi de faire confiance. Et c'est important d'être intellectuellement honnête.